Ce matin-là, il lui restait 4 200 € et une radiation signée par un homme qui n'avait pas levé les yeux une seule fois. Elle a posé le duffel bag sur le siège passager, elle a mis le contact et elle a roulé vers le sud sans plan. Juste une image d'enfance dans la tête, un quai en pierre rose et l'odeur du sel. On lui avait tout retiré proprement, dans les formes, avec les tampons qu'il faut. 8 ans de moteur marin, de nuits en salle des machines, de rapports écrits à la virgule près. Elle avait signalé une corruption. Elle avait les preuves. On l'avait remerciée en lui rendant ses affaires dans un carton. Dans la cale d'un vieux chalutier que tout le monde voulait voir brûler, quelque chose l'attendait pourtant. Et ce qu'elle a reconstruit là, dans un port que personne ne regardait, avec ses mains et le peu qu'il lui restait, ça n'appartient pas au livre de comptes. Ça ressemble à la vraie vie, celle où on gagne sans avoir triché. Si vous avez déjà continué à travailler le soir alors que la raison disait d'arrêter, cette histoire est faite pour vous. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Quelle est la personne qui a cru en vous quand vous ne le méritiez pas encore? Le matin du 14 septembre, Aliénor Béchard posa son duffel bag sur le carrelage froid du couloir et attendit. La porte du commandant était fermée. De l'autre côté, on entendait des voix basses, un raclement de chaises, puis le silence. Une mouche tournait contre la fenêtre en verre dépoli. Aliénor ne bougea pas. Elle avait appris à attendre debout, les mains dans le dos, les yeux droits devant, depuis l'âge de 19 ans. Le commandant Merval la fit entrer sans la regarder. Il restait debout derrière son bureau, un dossier ouvert devant lui, et il lut à voix haute les attendus de la décision comme s'il lisait un horaire de train. Manquement à la discipline. Rupture du devoir de réserve. Atteinte à la cohésion de l'unité. Radiation des cadres avec effet au jour même. Il signa en bas de la page, poussa le dossier vers elle et dit « Vous avez jusqu'à 16 heures pour libérer votre casier. » Aliénor Béchard avait 33 ans. Elle était caporal-chef mécanicien de bord depuis 8 ans. Elle avait passé ses 8 années dans les salles des machines de frégate et de bâtiments de soutien, à entendre le bruit des moteurs Baudouin et des diesels SACM comme d'autres entendent leur propre respiration. Elle connaissait les vibrations anormales avant que les instruments ne les détectent. Elle savait lire une pièce défectueuse à la trace de rouille sur un joint, à l'odeur d'huile brûlée dans un compartiment. 6 semaines plus tôt, elle avait déposé un rapport écrit. Un rapport de 7 pages avec pièces jointes. Les factures de pièces détachées pour les moteurs du bâtiment de soutien Marne ne correspondaient pas aux pièces effectivement montées. L'écart entre ce qui avait été commandé et ce qui avait été livré représentait, sur 18 mois, une somme de 426 000 euros. Elle avait les références, les numéros de série, les bons de livraison. 3 officiers supérieurs avaient leur nom dans les chaînes de validation. Le rapport était parti en haut. Il n'était jamais redescendu. Ce qui était redescendu, c'était elle. Aliénor s'essuya les mains sur un chiffon qu'elle gardait toujours dans la poche gauche de son treillis. Une habitude de mécanicien, même quand les mains étaient impropres, et signa l'accusé de réception de sa propre radiation. Elle prit le dossier. Elle sortit du bureau. Dans le couloir, 2 collègues qu'elle côtoyait depuis 3 ans se trouvaient là par hasard, ou pas par hasard. L'un d'eux regarda fixement le mur. L'autre fit demi-tour et disparut par une porte latérale. Aliénor continua à marcher. Elle vida son casier en 19 minutes. Un trousseau de clés de rechange qu'elle laissa sur l'étagère. Des vêtements de travail qu'elle fourra dans le duffel bag. Une photo de son grand-père sur un quai de pêche qu'elle glissa à plat entre 2 pullovers. 82 € en petite monnaie qu'elle compta et remit dans son porte-monnaie. Elle rendit son badge au poste de garde et sortit dans la lumière de Toulon. Le soleil de septembre tapait dur sur le bitume. L'air sentait le gazole de marine et la mer chaude. Sa vieille Peugeot 205 grise, 187 000 km au compteur, était garée dans la rue en pente devant la base. Elle y mit le duffel bag. Elle s'assit au volant. Elle ne démarra pas tout de suite. Sur son compte bancaire, il lui restait sa solde finale, 4 200 €. Elle n'avait pas de logement en dehors de la base. Elle n'avait pas de famille à appeler.
Sa mère était morte quand elle avait 12 ans. Son père avait refait sa vie à Lyon avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle avait des collègues que l'armée venait de lui retirer. Elle avait sa voiture, ses outils dans le coffre et un rapport de 7 pages que personne n'avait voulu lire. Elle démarra et prit la route de l'Ouest. Elle roula jusqu'au soir sans but précis, sinon s'éloigner. La radio marchait par intermittence, une station de Marseille, puis du silence, puis une station catalane qu'elle ne comprenait pas. Elle s'arrêta sur une aire d'autoroute à 20 km de Narbonne, quand ses yeux ne voulaient plus tenir ouverts. Il était 22h40. Elle mangea sur le capot une boîte de sardines à l'huile et 2 tranches de pain de mie qu'elle avait achetées à une station-service. Le pain était mou, les sardines avaient un goût de fer. Elle mangea tout. Elle dormit allongée sur la banquette arrière, les jambes repliées, le duffel bag contre le ventre. Elle ne rêva pas. Ou si elle rêva, elle n'en garda rien au réveil. Seulement une fatigue de pierre et l'odeur d'huile de sardine sur ses doigts. Au matin, elle resta immobile un long moment à regarder le plafond de la voiture. Elle pensa à Port-Vendre, un port de pêche dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière catalane. Elle s'y était arrêtée une seule fois, à l'âge de 9 ans, avec son grand-père qui allait acheter des anchois directement aux pêcheurs. Elle se souvenait du quai en pierre rose, de la lumière dure sur l'eau, de l'odeur de sel et de gasoil mélangés, des caisses de poissons argentés qui brillaient dans la chaleur. Son grand-père lui avait dit « Regarde bien, c'est un port qui travaille pour de vrai. » Elle n'avait aucune raison précise d'y aller. C'était la dernière image nette et positive qu'elle gardait d'avant tout. Elle remit le contact. Elle prit la direction du sud. L'air sentait le sel et le diesel, exactement comme dans son souvenir. Aliénor se gara sur le quai principal de Port-Vendre à 6h45 du matin, à l'heure où les chalutiers rentraient et où les camions frigorifiques attendaient en marche, leurs moteurs ronflant dans le silence du petit matin. Elle resta un moment à regarder l'eau du port, noire dans l'ombre des bateaux, verte là où le soleil commençait à passer entre les façades. Des mouettes criaient au-dessus d'une cale de déchargement. Un matelot inconnu lui lança un regard sans curiosité et continua à charger des caisses. Elle n'avait nulle part où aller. Elle le savait. Mais le quai avait quelque chose de réel, de travaillé, d'honnête, qui lui faisait du bien après la nuit dans la voiture. Elle chercha un café ouvert. Il n'y en avait pas encore. Ce qu'elle trouva, c'était une échoppe d'accastillage dont la porte était déjà ouverte, une lumière jaune à l'intérieur et une odeur de café fraîchement passé qui sortait par la fenêtre entrebâillée. Une enseigne en bois peint au-dessus de la porte. Henri Vasseur. Accastillage, chip chandlerie, fourniture de bord. Elle entra. L'échoppe était petite et dense. Des étagères jusqu'au plafond, des cordages enroulés, des lanternes de marine, des boîtes de jointes en caoutchouc, des filtres à gazole, des câbles sous gaine. L'homme derrière le comptoir en formica avait 71 ans, des mains larges et tachées d'huile et des yeux qui savaient te regarder. Il s'appelait Henri Vasseur et il tenait cet endroit depuis 47 ans. Il roula le tabac d'une cigarette très lentement, comme s'il avait toute la matinée devant lui, et il dit sans lever les yeux « Café sur le coin, sucre à côté. Vous avez l'air d'avoir dormi dans votre voiture. » Aliénor s'essuya les mains sur son chiffon. « Ça se voit tant que ça ?» La 205 garée juste devant et les marques sur le visage. « Asseyez-vous. » Elle s'assit sur le tabouret haut devant le comptoir et but le café qui était fort et chaud. Henri Vasseur finissait sa cigarette, tournait vers la fenêtre. De là, on voyait le quai, les bateaux, et plus loin le fond du port où finissaient dans les appontements. Il lui parla sans se retourner, comme à quelqu'un qu'il connaissait. « Vous cherchez quelque chose ?»« Je ne sais pas encore. » Il hocha la tête comme si c'était une réponse satisfaisante. Il désigna de son menton la fenêtre, un peu à gauche, vers l'angle du quai. « Vous voyez le chalutier là-bas ? Le bois, le vieux, celui qui prend l'eau par le côté bâbord. » Aliénor se pencha. Elle vit un chalutier en bois de 14 mètres, amarré à l'écart des autres. La coque était grise et écaillée, les ponts visiblement effondrés par endroits, les superstructures rongées par le sel et les années. Un bateau mort, ou presque.
Il s'appelle la Sentinelle, dit Henri Vasseur. Construit en 1978, chaîne du Bordelais, moteur Baudouin. Abandonné depuis 4 ans. Le propriétaire essaie mort sans héritier qui voulait s'en occuper. La mairie a un dossier pour le faire broyer dans un mois. Bois de chauffage. Aliénor regarda le bateau. Un chalutier Baudouin. Elle connaissait ses moteurs mieux que sa propre voiture. Elle avait passé des centaines d'heures sur des moteurs de cette famille, à la marine. Henri Vasseur se retourna enfin. Il la regarda bien une seconde. Puis il dit « 100 € et tu signes. Je suis mandataire de la succession. Sinon, dans un mois, il finit en ster. » Aliénor posa sa tasse. Elle s'essuya à nouveau les mains. « Pourquoi vous feriez ça ?» Henri roula une deuxième cigarette sans se presser. « Parce que la coque en chêne est encore saine sous le vernis écaillé. Parce que quelqu'un qui sait ce qu'il fait pourrait la sauver. Et parce que j'aime pas le gâchis. » Il hésita une seconde. « Et parce que vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin d'un projet absurde. » Aliénor Béchard mit exactement 4 minutes à décider. Elle sortit 4 billets de 20 € et 2 billets de 10 € de son porte-monnaie, les posa sur le comptoir en formica et dit « Vous avez un stylo ?» Henri Vasseur sourit pour la première fois. Il avait un stylo. Il avait aussi les papiers, déjà préparés dans le tiroir sous la caisse, comme s'il attendait quelqu'un depuis un moment. Elle signa. Il tamponna. Il lui remit les papiers et les clés. 2 clés rouillées sur un anneau en plastique orange. Il dit « Le code de la cadenas de l'écoutille savant, c'est 1978, comme l'année de construction. Le précédent propriétaire n'avait pas beaucoup d'imagination. » Aliénor prit les clés. Elle traversa le quai, monta sur le pont du chalutier pour la première fois. Le bois craqua sous son poids, mais tint. L'odeur la prit aussitôt. Moisissure ancienne, sel incrusté, gazole vieux de plusieurs saisons, rouille chauffée par le soleil. Une odeur de choses abandonnées, d'objets que les hommes ont cessé d'aimer. Elle inspira lentement. Elle connaissait cette odeur. Elle lui était familière d'une façon qu'elle n'aurait pas su expliquer. Elle s'agenouilla et souleva l'écoutille de la cale avant. Il faisait noir en dessous. Elle descendit les 4 marches métalliques et alluma sa lampe torche. Les parois en chêne étaient sombres mais solides. Le fond de cale était humide mais pas inondé. Le moteur Baudouin qu'elle apercevait à travers la cloison était grippé de toute évidence. Mais là encore, les carters étaient sains. La coque en chêne du Bordelais avait tenu. 100 ans que ce bois-là tenait dans les ports du Midi. Dans le coin de la cale, quelque chose bougea. Aliénor pointa la lampe. L'ombre se déplaça légèrement, se regroupa contre la paroi. Ce n'était pas un rat. C'était trop grand, trop silencieux pour être un rat. Elle avança de 2 pas. La lampe éclaira un pelage fauve, une forme repliée sur elle-même, 2 yeux qui ne clignotèrent pas. Une chienne, une malinois. Maigre à faire peur, les côtes visibles sous le poil, l'arrière-train affaissé sur le côté comme si la patte arrière gauche ne tenait plus correctement son poids. La chienne ne grognait pas. Elle ne recula pas non plus. Elle regardait la lampe avec une fixité totale, le genre de regard qu'un animal dresse comme un rempart quand il n'a plus d'énergie pour autre chose. Aliénor immobilisa le faisceau. Elle ne fit pas le geste de tendre la main. Elle avait travaillé assez longtemps avec des chiens militaires pour savoir ce que ce regard voulait dire. « Je suis au bout. Je ne me bats plus. Mais ne t'approche pas. » Elle vit l'oreille droite, un tatouage, 2 lettres et 4 chiffres, le marquage réglementaire des chiens de travail de l'armée française. Chienne réformée, probablement réformée pour blessure à la patte arrière, probablement abandonnée ici quand le chalutier avait été laissé à l'abandon. Peut-être par quelqu'un qui n'avait plus su quoi en faire. Peut-être par quelqu'un qui ne s'était pas posé la question longtemps. Aliénor remonta sur le pont. Elle alla à sa voiture. Elle avait dans le coffre, avec ses outils, une bouteille d'eau minérale à moitié pleine et sa dernière boîte de sardines. Elle redescendit dans la cale, posa l'eau à terre à 2 mètres de la chienne, ouvrit la boîte de sardines et la déposa à côté. Elle éteignit la lampe torche, remonta sur le pont et referma l'écoutille à moitié pour laisser entrer l'air et la lumière. Elle passa le reste de la journée à faire l'inventaire du bateau, méthodiquement,
avec le carnet et le crayon qu'elle gardait dans sa veste. Le baudouin était grippé, oui, mais pas cassé, du gazole pourri dans les cuves depuis 4 ans, les injecteurs encrassés, les filtres colmatés. Un travail de nettoyage long mais faisable. L'électricité de bord était morte, fils oxydé, tableau de distribution oxydé, mais les câbles principaux dans leur gaine étaient récupérables. Les ponts en contreplaqué marin étaient à refaire sur le tiers avant. La superstructure tenait. La coque en chêne du Bordelais, comme il l'avait dit, était saine. Aliénor frappa le bois à la jointure du tableau arrière avec le poing. Il sonnait plein. Elle fit le tour complet sous la ligne de flottaison, aussi loin que les amarres le permettaient. Aucune déformation majeure. Le calfatage avait pris l'eau sur tribord avant, mais c'était récupérable. Ce soir-là, elle dormit dans sa voiture sur le quai. À l'aube, elle redescendit dans la cale. La boîte de sardines était vide, la bouteille d'eau aussi. La chienne était au même endroit, mais elle avait bougé pendant la nuit. Le cercle de poussière autour d'elle avait changé de forme. Aliénor recommença. De l'eau, de la nourriture. Elle remonta. Elle ne forçait rien. Le deuxième soir, Henri Vasseur traversa le quai avec un sac en papier. Il avait des croquettes pour chien, un demi-pain et une boîte de rillettes. Il posa le sac sur le pont sans commentaire, regarda Aliénor de sous ses sourcils broussailleux et dit « Je savais qu'il y avait quelque chose dans la cale. Je n'avais pas voulu regarder. Pourquoi ? Parce que si je regardais, j'allais être obligé de faire quelque chose. » Il haussa les épaules. « À mon âge, on dose. » Il repartit sans ajouter un mot. Aliénor mangea le demi-pain avec les rillettes, assise sur le pont du chalutier, les pieds dans le vide au-dessus de l'eau. Le port s'endormait lentement. Des lumières s'allumaient dans les maisons sur la colline. L'odeur de sel se mélangeait à celle du jasmin, qui poussait quelque part derrière les hangars. Le troisième soir, quand Aliénor descendit dans la cale avec sa lampe, la chienne était à 2 mètres de l'échelle plutôt qu'au fond contre la paroi. Elle mangea devant Aliénor sans attendre qu'Aliénor s'éloigne. Pas vite, lentement, avec précaution, comme quelqu'un qui apprend à croire que la nourriture va rester là. Ce soir-là, Aliénor installa une couchette de fortune dans la cabine de pilotage avec son duvet et son sac. Elle laissa la porte entrebâillée. Au milieu de la nuit, elle entendit un bruit de griffes sur le plancher du pont, puis dans l'échelle, puis rien. Au matin, la chienne dormait à 2 mètres d'elle, pas collée contre elle. À 2 mètres exactement, avec l'air de quelqu'un qui a choisi cette distance avec soin. Aliénor resta immobile un long moment. Elle regarda la chienne qui dormait, les flancs qui montaient et descendaient, la patte arrière qui reposait à un angle légèrement tordu. Elle pensa « Je viens de prendre une décision que je ne pourrai plus annuler. » Elle s'essuya les mains sur son chiffon. Elle appela la chienne Mistral. La chienne leva la tête, regarda Aliénor, puis reposa le museau sur ses pattes avant. Ce n'était pas encore la confiance, mais c'était la suspension de la méfiance. Pour l'instant, ça suffisait. Aliénor travaillait depuis 3 semaines quand la Mercedes arriva. Ces 3 semaines avaient été dures et précises. Elle se levait avant le jour, dormait peu, mangeait frugalement, du pain, du fromage, des boîtes de conserve qu'elle réchauffait sur un camping-gaz acheté en grande surface. Elle ne comptait plus ses heures. Elle ponçait, grattait, dégazait, démontait. Ses mains avaient saigné les 5 premiers jours, puis la peau s'était durcie à nouveau, comme elle l'avait été pendant les années de la marine. Elle travaillait d'abord en surface, dégager la rouille, déterminer ce qui restait et ce qui partait, avant de descendre dans les entrailles du moteur. Mistral la suivait partout sur le bateau. Elle ne gênait pas. Elle observait, s'installait à distance, regardait travailler. Parfois, Aliénor lui expliquait ce qu'elle faisait, à voix basse, sans s'en rendre compte. Là, c'est le filtre gazole. Il est colmaté comme un fond de café. Faut tout démonter. Et Mistral inclinait la tête d'1 degré, l'oreille droite légèrement dressée. Sa patte arrière s'améliorait. Pas complètement, et peut-être jamais complètement. Mais elle boitait moins. La Mercedes s'arrêta sur le quai un matin à 9 heures. Aliénor était dans la salle des machines.
à plat ventre sous le baudouin, un chiffon sur le visage pour le gazole pourri qu'elle vidangeait. Elle entendit des pas sur le pont, des pas qui n'avaient ni pas demandé permission. Elle sortit de dessous le moteur, se redressa, se frotta le visage avec le chiffon. L'homme qui se tenait à l'entrée de la salle des machines avait 58 ans, un costume bleu marine légèrement trop bien coupé pour un quai de pêche et un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Il ajusta ses boutons de manchette, un geste lent, un geste d'habitude, et dit « Madame, Béchard, Bertrand Vidal ». Il tendit la main. Aliénor ne la prit pas, montrant son chiffon taché de gazole. Il retira la main sans changer d'expression. « Je représente plusieurs intérêts dans ce port. Je voulais vous accueillir personnellement. » Il fit le tour de la salle des machines avec l'œil expert de quelqu'un qui connaît la valeur des choses. Il regarda le baudouin, les cloisons, la coque. Il dit « Beau travail de départ. Vous êtes mécanicien ?»« J'étais mécanicien de bord. »« Marine nationale ?» Aliénor ne répondit pas. Vidal hocha la tête comme si elle avait répondu. Il dit « C'est un beau bateau, vraiment. Dommage de s'user à une restauration pareille. » Il marqua une pause. « Je vous propose 8 000 €. Cash, aujourd'hui. Vous avez payé 100 €, vous repartez avec 8 000. C'est une bonne affaire pour éviter de perdre votre temps, ma petite. » Ma petite. Aliénor posa son chiffon sur le bord du moteur. Elle s'essuya les mains. Elle dit d'une voix posée « Non merci. » Le sourire de Vidal se figea une demi-seconde. Pas longtemps, une fraction de seconde, juste assez pour voir qu'il y avait autre chose derrière. Puis le sourire revint, identique. « Je comprends l'attachement, mais vous savez, les autorisations de stationnement à long terme au port sont compliquées. Pour les non-professionnels. Ce n'est pas moi qui décide, c'est la réglementation. » Il ajusta à nouveau ses boutons de manchette. « Réfléchissez, mon offre reste ouverte. » Il remonta sur le pont. Il traversa le quai. Il monta dans la Mercedes et disparut au coin des entrepôts frigorifiques. Henri Vasseur apparut 5 minutes plus tard, comme s'il avait attendu de l'autre côté. Il s'assit sur une couchette de fortune, roula lentement une cigarette, très lentement, les gestes précis d'un homme qui contrôle sa colère, et dit, sans élever la voix, « Tu viens de te faire un ennemi, le pire genre, celui qui sourit. » Aliénor reprit son chiffon. « Je m'en suis douté. Vidal possède 2 des 4 restaurants du port, il est conseiller municipal délégué au domaine portuaire, et il contrôle à peu près tous les contrats de fournisseurs de poissons dans les Pyrénées-Orientales. Il n'est pas violent, il n'élève jamais la voix, il téléphone. » Henri alluma sa cigarette. Quand Vidal téléphone, les gens perdent des contrats, des autorisations, des emplois. Mistral s'était levée depuis que l'inconnu était monté à bord. Elle n'avait pas aboyé. Elle s'était simplement placée à l'entrée de la salle des machines et n'avait pas bougé jusqu'à ce que la Mercedes disparaisse. Maintenant, elle retournait à sa place, dans l'angle bâbord où le soleil chauffait les planches le matin. « Il va faire quoi ?» demanda Aliénor. Henri souffla une longue bouffée. « Je ne sais pas encore, mais il va faire quelque chose. » Il se leva, récupéra sa cigarette entre ses doigts. « Ce que je sais, c'est que toi, pour l'instant, tu n'as pas de revenus. Et sans revenus, dans combien de temps tu tiens ?» Aliénor fit le calcul dans sa tête. Il lui restait un peu moins de 4 000 €. Les pièces qu'elle avait déjà commandées pour le baudouin, filtres, joints, injecteurs, avaient coûté 320 €. La peinture, le mastic de calfatage, les vises inox pour les ponts, encore 240. Il lui restait moins de 3 500 €. Pas de loyer à payer, puisqu'elle dormait sur le bateau. Mais pas de revenus non plus. Elle n'avait pas 30 jours. Elle avait peut-être un peu plus. Pas beaucoup. Le marché du mardi à Port-Vendre se tenait sur la place derrière la capitainerie, entre 7 h et 13 h. Aliénor y alla pour acheter des légumes et un peu de fromage. Elle avait encore un peu moins de 2 000 € devant elle. Les réparations du moteur avaient lui coûté plus que prévu,
et elle avait payé un calfa du port pour 2 heures de travail sur la couture tribord avant. Il lui fallait un revenu dans moins d'un mois. Elle ne savait pas encore lequel. C'est là qu'elle vit la jeune femme derrière l'étal de poisson. Elle avait 26 ans, les cheveux noirs attachés, un tablier bleu sur une veste en laine, et elle pleurait. Pas ostensiblement, les épaules basses, les yeux brillants, les lèvres serrées, mais elle pleurait. L'étal de poisson était tenu par une autre femme, plus âgée, probablement sa mère ou une tante, qui s'affairait sans regarder la jeune femme, comme si elle lui donnait le temps de se reprendre. Aliénor ne connaissait pas cette fille. Elle n'avait aucune raison de s'arrêter. Elle s'arrêta. Elle attendit que la jeune femme lève les yeux. Puis elle demanda « Vous vendez des dorades ?» La jeune femme s'essuya les yeux d'un revers de poignet, dit « Oui », d'une voix qui ne tremblait qu'un peu, et commença à montrer les poissons sur la glace. Elle s'appelait Léa Marchetti. Aliénor le sut plus tard. Ce matin-là, elle sut seulement qu'elle avait une façon de manipuler les poissons avec ses mains, qui montrait qu'elle connaissait son métier, et que ses yeux étaient rouges pour une raison récente. Aliénor acheta 2 dorades qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter. Elle dit « Je vous offre un café ?» Léa Marchetti hésita. La femme à l'étal fit un signe de tête imperceptible. Léa retira son tablier et suivit Aliénor au café du port. En 24 minutes, Aliénor sut l'essentiel. Léa travaillait depuis 18 mois en cuisine dans un des restaurants Vidal. Les Voiles d'Or, la grande brasserie sur le front de mer. Elle était cuisinière de formation, école hôtelière de Perpignan, 3 années d'apprentissage. Elle avait accepté ce poste parce que c'était le seul à Port-Vendre qui payait correctement. La semaine précédente, le chef de cuisine, un homme de 45 ans nommé Ferrand, avait commencé à la pousser contre le plan de travail dans l'office du soir. Elle avait dit non. Elle avait dit non une deuxième fois. Elle était allée voir le directeur. 3 jours plus tard, on lui avait remis une lettre de licenciement pour faute professionnelle grave. Une assiette soi-disant mal dressée, un soir dont elle ne se souvenait pas, attestée par 2 témoins qu'elle ne reconnaissait pas. Aliénor écouta sans interrompre. Quand Léa se tut, il y eut un silence. Dehors, le port brillait sous le soleil de septembre. Un chalutier rentrait en klaxonnant doucement. Aliénor but une gorgée de café. Elle posa la tasse. Elle dit « Je n'ai rien à vous offrir sauf un bateau pourri et la moitié de ce qu'on gagnera ensemble. Mais voilà l'idée. » Elle l'expliqua en 5 minutes. La palette avant de la sentinelle, une fois les ponts refaits, pouvait accueillir une douzaine de couverts en extérieur. La cabine de pilotage était assez large pour installer un plan de travail de cuisine sommaire. Un menu unique par jour, poisson frais du matin, prix raisonnable. Un café-restaurant flottant. Le quart de veille. Elle avait le nom depuis 2 jours sans savoir pourquoi elle l'avait gardé dans la tête. Léa Marchetti regarda Aliénor en silence pendant plusieurs secondes. Elle sifflota doucement entre ses dents. Une habitude, une manière de réfléchir. Et dit « C'est complètement dingue. » « Oui. Il faut des autorisations. »« Je sais. On s'en occupe. »« Il faut une cuisine aux normes. »« On s'y prend. » Léa regarda par la fenêtre le quai, les bateaux, la lumière sur l'eau. Elle sifflota encore une note distraitement. Elle dit « D'accord. » Le soir même, elles s'installèrent dans la cabine du chalutier avec 2 feuillets de papier et un crayon. Léa dessina le plan de la cuisine possible. Aliénor dessina le plan de la palette. Elles calculèrent les coûts minimum. Père Olivier arriva à ce moment-là, un homme de 68 ans en pull marine qui passait sur le quai chaque soir depuis que Dieu sait quand, avec une boîte à outils en bois marquée d'une encre. Henri l'avait envoyé sûrement, mais Henri était trop discret pour l'admettre. Père Olivier était prêtre retraité, ancien aumônier de la Marine nationale. Il n'expliqua pas comment il savait ce qu'Aliénor avait été. Il dit simplement « Le tableau électrique est à refaire entièrement. Je peux m'en occuper. À mon âge, on cherche des raisons de se lever. » Il repartit avec une liste de matériaux. Aliénor le regarda disparaître dans la nuit du quai, sa boîte à outils à la main. Elle s'essuya les mains sur son chiffon et retourna au plan de la cuisine. Mistral observait depuis l'angle de la cabine.
Elle avait regardé Léa arriver avec cette même fixité calme qu'elle réservait aux choses nouvelles, puis avait repris sa place. Elle sifflotait parfois. Quand Léa sifflotait, Mistral inclinait la tête d'un côté. Léa avait ri. C'était le premier rire dans la cabine depuis qu'Aliénor avait acheté le bateau. Les travaux prirent donc 4 semaines supplémentaires. 4 semaines pendant lesquelles Aliénor dormait 5 heures par nuit, mangeait sur le pouce, et ne s'arrêtait que quand la lumière manquait ou que ses mains refusaient de tenir les outils. Léa venait chaque matin, cuisinait des sandwichs qu'elle apportait dans une boîte en métal, sifflotait en travaillant, et commençait à dessiner les menus sur des cartons récupérés aux entrepôts. Père Olivier refaisait l'électricité de bord avec une méthode que seul lui comprenait, déroulant des câbles en parlant tout seul de façon tranquille, sortant les outils de sa boîte marquée d'une encre avec le soin d'un horloger. Henri apportait des pièces, des conseils, du café. Il roula beaucoup de cigarettes lentes pendant ces semaines, ce qui signifiait, Aliénor l'avait compris, qu'il s'inquiétait sans le dire. Le Baudouin redémarra le 23e jour. Aliénor avait changé tous les filtres, nettoyé les injecteurs, purgé le circuit de gazole, remplacé les joints de culasse qui avaient été rendus. Elle tourna le démarreur sans prévenir personne. Le moteur toussa, rata, toussa encore, puis prit. Un bruit de diesel propre, régulier, qui vibra dans toute la coque et remonta par le plancher dans ses semelles. Elle posa les 2 mains à plat sur le carter chaud. Elle ne dit rien, il n'y avait rien à dire. Mistral, qui était dans la cabine au-dessus, posa une patte sur le plancher qui vibrait, regarda la bouche de ventilation par laquelle montait le bruit et agita brièvement la queue. Les tables vinrent d'une décharge de Banyuls, récupérée un samedi matin dans le camion d'Henri. La vaisselle était dépareillée, achetée par lot chez Emmaüs à Perpignan. Les lanternes au-dessus des tables étaient faites de vieilles bouées découpées et peintes. Idée de Léa, exécution d'Aliénor qui avait passé une nuit entière à les découper avec une scie sauteuse. Le bar était un plan de travail en inox récupéré dans une cuisine de collectivité qui fermait à Argelès, boulonné sur des supports en cornière que Yannick Roussel, soudeur au port, avait fabriqué en une demi-journée pour rien, parce qu'il avait vu Aliénor souder seule la nuit sous le hangar et s'était arrêté pour regarder. Une femme qui soude à l'arc correctement, c'est rare. J'avais envie de voir jusqu'où vous alliez. Au-dessus du bar, Aliénor accrocha rien. L'espace restait vide. Elle avait une idée de ce qui irait là, mais elle n'était pas encore sûre d'y avoir droit. Le matin de l'ouverture, Léa arriva à 5h30 avec une caisse de rascasse achetée directement au premier chalutier qui était rentré. Elle sifflotait fort dans le silence du petit matin. Aliénor était déjà debout depuis 4 heures, avait rincé les ponts, aligné les tables, vérifié que les lanternes tenaient. Mistral les regardait faire depuis le coin habituel. Le premier service du midi fut à 11h30. Il y avait 3 clients. Henri, qui paya pour 2, et un couple de retraités qui avaient lu l'affichette sur le quai. Le menu, soupe de rascasse, dorade grillée aux herbes, fromage de brebis, café, 19 €. Léa cuisinait dans la cabine réaménagée, les couverts de service réduits à leur strict minimum. Le gaz en bouteille, la hotte bricolée avec un ventilateur de marine et un conduit en inox. Aliénor servait les tables et faisait la caisse dans sa tête. Le soir, 0 client. Le deuxième jour, 2 le midi. Le troisième jour, personne. Ce soir-là, Léa s'assit sur une caisse dans la cuisine et pleura en silence, les coudes sur les genoux. Aliénor était à la table de l'entrée dans le noir, à compter les billets qu'il lui restait. Elle les plia et les remit dans la poche intérieure de sa veste, sans les recompter. Elle alla dans la cuisine, s'assit en face de Léa sans rien dire pendant un moment. Mistral entra aussi, et posa sa tête sur les genoux de Léa, ce qu'elle n'avait encore jamais fait avec personne d'autre qu'Aliénor. Léa renifla. « Je suis désolé. »« Pourquoi ? » ?»« Je crois que personne ne va venir. » Aliénor dit « Demain matin, on ouvre quand même. » Le 4e jour à midi, Yannick Roussel arriva avec 4 collègues ouvriers du port. Il s'installa à la grande table, commanda 5 menus, mangea avec le silence concentré d'un homme qui prend son repas au sérieux, et en partant, laissa un pourboire en liquide sur la table. Il revint le lendemain avec 3 autres.
Il ne dit pas grand-chose, mais quand un autre ouvrier du port lui demanda où il mangeait maintenant, il dit le nom du bateau et l'adresse. Le bouche à oreille est lent dans un port, mais il est solide. À la fin de la deuxième semaine, il servait 15 couverts par jour, puis 16, puis 18 un jeudi. Léa sifflotait presque tout le temps maintenant, même quand elle découpait les poissons, même quand elle était seule. Ce matin-là, un mardi, début novembre, Aliénor préparait les tables quand une voiture officielle remonta le quai et se gara lentement devant la sentinelle. La femme qui monta à bord avait 55 ans, des lunettes à monture fine, un dossier épais sous le bras et le visage de quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans ses chaussures. Elle se présenta: Madame Poirier, inspectrice sanitaire de la DDPP, Direction départementale de la protection des populations. Elle avait reçu un signalement. Elle était là pour un contrôle de routine. Aliénor s'essuya les mains sur son chiffon. Bienvenue à bord. Le contrôle dura 40 minutes. Madame Poirier avait un stylo et une checklist, et elle cochait des cases en avançant dans la cuisine. Elle nota 11 non-conformités. Le plan de travail en inox récupéré n'avait pas de certificat de conformité alimentaire. La hotte bricolée ne correspondait pas aux normes de ventilation réglementaires. La bouteille de gaz était à moins d'1 mètre d'une fenêtre non protégée. Le thermomètre de la glacière ne correspondait pas à un modèle homologué. Et ainsi de suite, 11 points, dont certains relevèrent d'une interprétation des textes qu'Aliénor jugea, en écoutant, particulièrement créative. Madame Poirier signa la fermeture administrative en bas de la page. Ses mains tremblèrent légèrement. Pas beaucoup, juste assez pour qu'Aliénor le remarque. Madame Poirier évita son regard pendant toute la durée de la signature. Elle dit d'une voix sans inflexion: fermeture immédiate, rouverture possible après levée des non-conformités et visite de contrôle. Durée estimée, 10 jours minimum. Elle rangea le stylo. Elle récupéra son dossier. Elle ne dit pas autre chose. Elle remonta sur le quai et regagna sa voiture sans se retourner. Aliénor resta debout à l'entrée de la cuisine vide. Léa était appuyée contre le plan de travail, les bras croisés, silencieuse. Mistral était assise entre elles. Ce soir-là, Aliénor alla prendre un café au bar des pêcheurs sur le front de mer. Elle n'y allait jamais, mais elle avait besoin d'être dans un endroit avec d'autres gens. Elle s'installa au comptoir et écouta sans en avoir l'air. 2 hommes à une table parlaient, les voix basses mais audibles dans le café étroit. Elle entendit le nom de Vidal. Elle entendit le mot « inspection ». Elle entendit autre chose. Que le fils de Madame Poirier, 22 ans, sans diplôme, travaillait depuis septembre dans une des cuisines des Voiles d'Or, embauché directement sur appel de Vidal à la direction. C'était le genre d'information qui circule dans un port sans même qu'on ait besoin de la vérifier. Tout le monde savait. Personne ne disait rien. Aliénor finit son café. Elle rentra sur le bateau. Elle prit le rapport d'inspection de Madame Poirier et les textes réglementaires correspondants qu'elle avait téléchargés sur son téléphone les semaines précédentes. Elle travailla jusqu'à 2 heures du matin à la lumière de sa lampe frontale, en comparant chaque point du rapport avec le texte exact des décrets applicables. Elle trouva 7 points qui ne tenaient pas à une lecture stricte de la loi. 2 d'entre eux étaient clairement hors de la portée légale d'une inspection sanitaire de ce type. Elle rédigea seule un mémoire de recours. 7 pages, avec référence aux articles de droit précis, aux jurisprudences du tribunal administratif de Montpellier qu'elle trouva en cherchant longuement sur le site Légifrance. À 2 heures du matin, elle ferma son téléphone. Elle posa les papiers sur la table. Elle s'essuya les yeux, pas de larmes, seulement la fatigue d'une nuit sur un écran. Dehors, le vent avait commencé à se lever. Sur la radio météo qu'elle gardait allumée en permanence depuis qu'elle vivait sur le bateau, une voix annonçait un orage méditerranéen violent pour la nuit suivante. Rafales annoncées, 110 km/h. Sirocco chargé, mer forte, consigne de prudence pour les navires au mouillage. Aliénor regarda la fenêtre obscure. Elle pensa aux amarres. Elle pensa aux documents posés sur la table. Elle éteignit la lampe et s'allongea, tout habillée, avec l'intention de ne pas dormir longtemps. L'orage frappa Port-Vendres à 23h32. Aliénor était seule à bord. Léa était rentrée chez elle dans l'après-midi.
Elle habitait une chambre en ville chez une cousine, et Aliénor n'avait pas voulu l'inquiéter avec la météo. Elle s'était dit qu'elle gérerait. Le vent arriva d'un coup, sans préambule. Le bateau se tendit sur ses amarres comme un chien au bout d'une laisse, et les bois craquèrent dans toute la coque, un long craquement plaintif qui courait des membrures jusqu'à la quille. La pluie frappa les vitres horizontalement. À travers le hublot, le quai était invisible, derrière un rideau blanc. Aliénor vérifia les amarres depuis le pont, 4 fois à la lampe, dans le vent qui lui fouettait le visage et la pluie qui ruisselait dans son cou. Les nœuds se tenaient. Elle rentra dans la cabine, ferma le panneau et attendit. C'est là que ça commença. Le bruit du vent avait quelque chose d'un bruit d'hélicoptère. Cette fréquence basse, insistante, qui saturait l'air. Un bruit qu'elle connaissait. Un bruit qui la renvoya quelque part où elle n'avait pas voulu retourner. Une côte de Mauritanie, une nuit de 2019, un incident qu'elle n'avait jamais raconté à personne. Ni au médecin de la base, ni à personne. Les détails n'avaient ni pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'était ce que ce bruit faisait à ses mains, à sa poitrine, à sa respiration qui se raccourcissait malgré elle. Elle s'assit sur la couchette. Elle posa les mains à plat sur ses cuisses. Elle se dit « Tu es dans un port français, tu es à l'abri, les amarres tiennent. » Elle se le dit plusieurs fois. Ça ne changeait rien au bruit dans ses oreilles, au poids sur sa poitrine, à la transpiration froide sur ses bras. Elle se recroquevilla contre la cloison, les genoux remontés, et resta là sans pouvoir bouger. 1 heure peut-être. Peut-être moins. Elle ne sut pas. Mistral aboya. Un aboiement bref, urgent, pas de ceux qu'elle entendait quand une mouette passait trop près. Un aboiement de travail. Puis elle griffa la porte de la cabine. 3 coups nets, insistants. Aliénor sortit de la cloison. Elle se leva. Elle avait du mal à tenir debout, les jambes engourdies, la tête lourde. Elle ouvrit la porte. Mistral était sur le pont, trempé, et regardait vers tribord. Pas vers le quai, vers le bateau voisin. Le vieux ketch de 13 mètres amarré à 2 longueurs de la sentinelle. Un couple de retraités y vivait à bord depuis l'été, avec leurs 2 petits-enfants, une fille et un garçon, peut-être 7 et 9 ans. Aliénor les avait vus jouer sur le quai. Mistral traversa le pont, sauta sur l'appontement et courut vers le ketch. Aliénor la suivit. L'odeur, elle la sentit à 3 mètres. Pas la pluie, pas le sel, pas le mazout du port. Le gaz. Cette odeur particulière ajoutée au gaz butane pour qu'il soit détectable. Une odeur de soufre et de vieille cave. Sur le bateau, dans la cuisine, une bouteille de gaz mal raccordée et le vent qui avait soufflé le raccord et la fuite lente qui s'était accumulée dans la coque fermée pendant que tout le monde dormait. Aliénor monta à bord du ketch sans frapper. Elle ouvrit les panneaux à la volée, cria dans l'escalier de cabine, tambourina sur la porte de la cabine avant. L'homme sortit le premier, abruti de sommeil, ne comprenant pas. Aliénor dit un mot. « Gaz. Vite. » Tout le monde dehors. Il comprit au mot « gaz ». La femme sortit derrière lui. Les 2 enfants suivirent, pieds nus dans leurs pyjamas, les yeux grands ouverts de surprise plutôt que de peur. 4 personnes. 4 minutes. Aliénor les fit traverser à bord de la sentinelle, sous le taux qui protégeait la palette arrière. 3 minutes plus tard, elle entendit l'étincelle avant de voir la flamme, un claquement sec couvert par le vent. Le ketch brûla, vite, proprement, comme les bateaux en bois brûlent quand le gaz a tout imprégné. La flamme monta haut dans la nuit et le vent la coucha vers l'est. Le couple et les 2 enfants regardèrent Tam depuis le pont de la sentinelle sans dire un mot pendant longtemps. Personne n'était blessé. Les pompiers arrivèrent en 18 minutes. La coque du ketch coula dans le port avant l'aube. Il ne restait rien. Aliénor s'assit sur une bitte d'amarrage dans la pluie qui diminuait et regarda l'eau noire là où le ketch avait été. Mistral vint s'asseoir contre ses jambes, pas à 2 mètres. Contre ses jambes, la chaleur du flanc de la chienne contre ses mollets. Aliénor posa une main sur l'encolure de Mistral.
Elle n'avait rien dit pendant toute l'évacuation, rien dit ensuite. Elle était toujours trempée, elle était toujours fatiguée. Mais le bruit de vent dans sa tête avait changé de nature. Ce n'était plus un bruit de Mauritanie, c'était juste du vent. La photo parut sur la page Facebook de la mairie de Port-Vendre le lendemain matin. Quelqu'un sur le quai avait photographié Aliénor avec les 4 rescapés, Mistral à ses côtés, devant les restes fumants du ketch. La légende disait simplement « La restauratrice du bateau La Sentinelle a évacué une famille de 4 personnes cette nuit. 147 partages avant midi, 320 à 17 heures. Le maire vint en personne à 16 heures. Il était petit, chauve, dépassé par la situation, mais sincère. Il serra la main d'Aliénor avec la poigne d'un homme qui a cultivé cette poigne toute sa vie et dit « La ville vous remercie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit… » Il laissa la phrase en suspens, de cette façon des politiques qui n'aiment pas finir les phrases. Aliénor le remercia et ne demanda rien. Les pêcheurs du port se relayèrent pour aider aux réparations minimes que la tempête avait causées sur la Sentinelle. 2 lattes de pont desserrées, une amarre qui avait frotté sur le taquet et s'était partiellement usée. Des hommes qu'Aliénor avait vus de loin depuis des semaines apparurent avec des outils, travaillèrent 2 heures sans demander de permission et repartirent. Certains saluèrent. Un seul parla. « Belle chienne !» C'était en regardant Mistral, qui observait les travaux depuis le toit de la cabine. Le recours juridique qu'Aliénor avait rédigé cette nuit-là dans la tempête avait été déposé par voie électronique au greffe du tribunal administratif de Perpignan dès le lendemain matin du contrôle. Elle avait joint toutes les pièces, le rapport d'inspection, les textes réglementaires, les 7 pages de mémoire. Elle n'avait pas d'avocat, elle n'avait pas les moyens d'en payer un. Elle avait les textes. 12 jours après le dépôt, la réponse arriva par courrier électronique. Le tribunal administratif avait retenu 2 des 7 points comme fondés en urgence, avait suspendu l'arrêté de fermeture dans l'attente d'un réexamen complet et avait renvoyé le dossier à la DDPP pour une nouvelle inspection contradictoire. Le quart de veille pouvait rouvrir dès le lendemain. Aliénor lut le courriel 2 fois. Elle l'imprima sur l'imprimante de la bibliothèque municipale. Elle plia la feuille en 4 et la mit dans la poche intérieure de sa veste, à côté des billets. Le lendemain matin, à l'ouverture, il y avait une file sur le quai. Pas longue, 8 personnes. Mais une file. Léa les vit depuis la cuisine et s'arrêta de couper les légumes. Elle siffla une note longue, comme d'étonnement. Ce qui changea dans les jours qui suivirent, se changea lentement, mais sûrement. Les pêcheurs qui livraient leur prise à la criée de Vidal, sous des contrats d'exclusivité que Vidal avait imposés depuis 15 ans, par des arrangements que tout le monde connaissait et que personne n'avait contestés, commencèrent à apparaître le matin au bas de la Sentinelle avec des caisses de glace. L'un d'abord, puis 2, puis 5. Ils vendaient directement à Aliénor et à Léa. À meilleur prix pour eux, ils sautèrent l'intermédiaire. À meilleure qualité pour le quart de veille. Le poisson avait 3 heures au lieu d'une journée. C'était une fissure dans quelque chose que Vidal avait construit patiemment depuis 15 ans. Et Vidal l'avait vu. Aliénor apprit la plainte par Henri, qu'il apprit du secrétaire de la mairie, qu'il apprit d'une façon qu'il ne dit pas. Vidal avait mandaté un conseiller municipal pour déposer une plainte pour occupation illégale du domaine public maritime. Le fondement, un défaut de régularisation administrative datant de 1978 sur la concession d'emplacement portuaire de la Sentinelle. Un détail de paperasse vieux de 47 ans, probablement jamais signalé parce que jamais pertinent, jusqu'à ce qu'il devienne utile à quelqu'un. L'audience était fixée dans 2 semaines devant le conseil municipal qui avait compétence de première instance sur les occupations du domaine portuaire, avant renvoi éventuel au tribunal administratif. Henri posa les 2 mains sur le comptoir de son échoppe et dit, d'une voix que quelque chose durcissait légèrement. « Si la plainte est retenue, tu perds l'emplacement. Le bateau reste à toi, mais il n'a nulle part où être. Il faudrait le sortir du port et le mettre en cale sèche quelque part. Et sans emplacement, pas de restaurant. » Aliénor s'essuya les mains sur le chiffon. « Il y a les archives. » « Quoi ? » ?»« Les archives départementales. Si la concession existe depuis 1978,
Il y a un acte de concession quelque part, soit à la préfecture maritime, soit aux archives départementales de Perpignan. Henri la regarda une seconde, puis il commença à rouler lentement une cigarette. Très lentement. J'ai le temps de t'accompagner. Les archives départementales des Pyrénées-Orientales étaient installées dans un bâtiment de béton taupe à la sortie de Perpignan, avec un parking et une salle de consultation froide et silencieuse qui sentait le vieux papier et la poussière de climatisation. Aliénor et Henri s'y présentèrent le lendemain matin à l'ouverture. La documentaliste leur donna les codes de la série correspondant aux actes de concession portuaire du département pour la période 1970 à 1985. 5 cartons. Chaque carton contenait plusieurs centaines de documents, classés par port et par année. Ils s'installèrent à la grande table et commencèrent. Henri lisait lentement, méthodiquement, poussant sa loupe sur chaque document avant de passer au suivant. Il n'avait jamais aimé être pressé. Il faisait glisser les feuillets jaunis avec le bout des doigts, sans jamais tirer ni plier. Aliénor lisait vite, parcourant les en-têtes à la recherche des mentions de Port-Vendre, mettant de côté tout ce qui était autre chose. Le premier jour, ils trouvèrent 22 actes de concession pour Port-Vendre, entre 1970 et 1984. Aucun au nom de la Sentinelle. Le deuxième jour, sur les actes de la troisième série, ceux de 1977 à 1979. Henri s'arrêta. Il reposa sa loupe. Il dit sans changer de ton. Là? Aliénor se pencha. Le document était une feuille de papier pelure dactylographiée, tamponnée en rouge en bas à droite, avec la signature du préfet maritime en poste en 1978. L'entête disait « Acte de concession d'emplacement portuaire. Port de Port-Vendre. Emplacement numéro 14. Objet, chalutier. La Sentinelle, immatriculée. Q, U 44785U. Coque chaîne, longueur 14 mètres. Moteur Baudouin 6M diesel. » Et la clause de concession était libellée ainsi. Henri la lut à voix haute, posément, comme quelqu'un qui lit un document qu'il a cherché longtemps. La présente concession est attachée à la coque désignée ci-dessus et non à la personne du concessionnaire, et se transmet de plein droit à tout acquéreur régulier dudit navire dans les conditions du droit maritime en vigueur. Attachée à la coque. Pas à un propriétaire. Pas à une personne. À la coque. La plainte de Vidal était juridiquement vide. La concession avait suivi le bateau quand Henri avait vendu le bateau à Aliénor. Légalement, l'emplacement numéro 14 du port de Port-Vendre appartenait à la Sentinelle depuis 1978 et à Aliénor Béchard depuis le jour où elle avait signé sur le comptoir en formica. Henri remit le document à plat sur la table. Il sortit de sa poche son tabac et ses feuilles. Il commença à rouler une cigarette, mais ses mains n'étaient pas celles d'un homme en colère cette fois. Elles étaient lentes d'une autre façon, la façon d'un homme qui retient quelque chose d'autre. Aliénor fit photographier le document par son téléphone. Elle fit ensuite une demande de copie certifiée conforme auprès de la documentaliste, qui lui indiqua un délai de 48 heures. Aliénor dit qu'elle attendrait. Elle s'assit dans la salle froide et attendit. La salle du conseil municipal de Port-Vendre était pleine. Pas bondée, c'était une salle de province. Des rangées de chaises pliantes en métal, un pupitre en bois, des drapeaux dans leurs coins, une acoustique sèche. Mais toutes les chaises et bosses étaient imprises, et des gens se tenèrent debout le long du mur du fond. Aliénor reconnut des visages, des pêcheurs, des ouvriers du port, la femme qui vendait les légumes au marché, le couple de retraités dont elle avait sauvé le ketch, assis au premier rang, le dos droit. Léa était assise à côté d'Aliénor. Elle ne sifflotait pas. Elle avait les mains serrées sur ses genoux. Bertrand Vidal était au premier rang côté opposé, costume bleu marine, manchettes visibles, les mains posées à plat sur les cuisses. Il avait l'air d'un homme qui attend le résultat d'une formalité. Il avait parlé à voix basse avec son conseiller municipal avant la séance. Il n'avait pas regardé Aliénor. La séance fut ouverte à 19 heures par le maire, qui lut l'ordre du jour d'une voix officielle et un peu trop rapide pour quelqu'un qui avait l'air à l'aise. Il résuma la plainte.
Il donna la parole au conseiller municipal qui l'avait déposé, un homme de 40 ans au visage lisse, qui lut un texte préparé sur le défaut de régularisation administrative de la concession portuaire de la Sentinelle, sur les obligations du droit maritime en matière d'occupation du domaine public, sur la nécessité de faire respecter le règlement portuaire de façon égale pour tous. Quand il eut fini, le maire donna la parole à Aliénor. Elle s'avança au pupitre. Elle posa la copie certifiée conforme de l'acte de concession de 1978 sur le pupitre. Elle parla 4 minutes, pas plus. Elle expliqua le contenu de l'acte, la clause d'attachement à la coque, la transmission de plein droit à tout acquéreur régulier, la vente documentée à Henri Vasseur, la revente documentée à elle-même. Elle cita les articles de droit maritime applicables. Elle posa la copie sur la table du conseil. Elle retourna s'asseoir. Il y eut un silence. Ce fut Théo Sandos qui se leva. Le capitaine du port avait 50 ans, les cheveux gris courts, une façon de se tenir debout qui prenait de la place sans être agressive. Il n'était pas inscrit à prendre la parole. Le maire lui fit signe de se rasseoir. Théo Sandos resta debout. Il dit « Je voudrais témoigner ». Sa voix était posée, sans emphase. « Je suis capitaine de ce port depuis 12 ans. J'ai été témoin pendant 15 ans de pressions exercées par M. Vidal sur les pêcheurs de ce port concernant leur contrat d'approvisionnement. Des pressions sur les prix, sur les modalités de livraison, sur le choix de leurs acheteurs. Ces pressions ont été exercées en dehors de tout cadre légal, par des menaces implicites sur le renouvellement de leurs autorisations de mouillage. » Il s'arrêta une seconde. « J'aurais dû le dire plus tôt, je ne l'ai pas fait, je le dis maintenant. » Il se rassit. La salle resta silencieuse 2 secondes. Puis un homme se leva au fond, un pêcheur qu'Aliénor avait vu plusieurs fois livrer des caisses le matin. Il dit simplement qu'il confirmait. Un autre se leva, puis un troisième. 3 hommes debout dans la salle du conseil municipal qui dirent, chacun en 2 ou 3 phrases, ce qu'ils savaient et ce qu'ils avaient subi. Vidal n'avait pas bougé. Il regardait droit devant lui. Il ajusta ses boutons de manchette, une fois lentement. Puis il se leva, dit à voix basse à son conseiller municipal, quelque chose qu'Aliénor n'entendit pas, et sortit de la salle avant le vote. Le vote fut rapide. La plainte fut rejetée à l'unanimité. Le maire lut la décision d'une voix plus assurée que tout à l'heure, comme si le résultat lui avait rendu de l'énergie. Aliénor resta assise pendant que les gens se levaient autour d'elle. Léa prit son bras un instant, ne dit rien, le relâcha. Henri était debout au fond. Aliénor ne l'avait pas vu arriver, et il roulait une cigarette qu'il ne pourrait pas allumer à l'intérieur, mais qu'il roulait quand même, lentement, les doigts qui ne tremblaient plus. Dehors, les gens se dispersèrent sur la place devant la mairie. L'air de novembre était sec et froid, l'air de la tramontane quand elle a soufflé toute la journée et laissé le ciel propre. Aliénor s'arrêta un moment sur le perron. Elle s'essuya les mains sur son chiffon, par habitude. Mistral attendait sur le quai. Aliénor l'avait laissé à bord, attaché à la rampe du pont. Elle rentrerait dans 10 minutes, défaire la tâche, et la chienne courait sur le pont comme elle faisait quand on revenait, sa patte arrière gauche qui cédait légèrement à chaque 3e pas, mais ne l'empêchait pas d'aller vite. 6 mois plus tard, le quart de veille affichait complète 3 semaines à l'avance. Léa avait embauché une aide en cuisine, une jeune femme de 20 ans qui avait déjà la même façon de siffloter en coupant les légumes, comme si elle l'avait appris par contagion. Henri venait 2 fois par semaine en tant que consultante informelle. Il s'asseyait au bar, buvait un café, observait les tables et disait à Aliénor en partant 1 ou 2 choses qu'elle notait sur un carnet. Aliénor avait fait établir les papiers officiels d'adoption de Mistral. Cela avait nécessité un vétérinaire, un formulaire de l'association de protection animale et une lettre du service vétérinaire de la marine qui avait mis 6 semaines à répondre. Le tatouage militaire dans l'oreille droite de Mistral restait lisible et resterait lisible toujours. Cela ne changeait pas qui était Mistral maintenant. Bertrand Vidal n'avait pas reparu au conseil municipal depuis la séance. Sa candidature pour un poste de vice-président à la communauté de communes avait été retirée 1 mois après.
Les voiles d'or continuaient de tourner. Les restaurants ne ferment pas facilement. Mais les pêcheurs qui livraient maintenant au quart de veille ne revenaient pas. Un matin de février, Aliénor monta sur une chaise avec un marteau et un clou et accrocha au-dessus du bar une plaque en laiton d'une vingtaine de centimètres sur 10. Elle l'avait fait graver chez un artisan à Perpignan, 3 semaines plus tôt, un après-midi où elle était allée chercher des pièces pour le Baudouin. La plaque disait « À ceux qui montent la garde quand les autres dorment ». Elle descendit de la chaise. Elle recula d'un pas pour vérifier que la plaque était droite. Elle l'était. Elle s'essuya les mains sur le chiffon dans sa poche. Le port brillait dehors par le hublot, l'eau verte sous le soleil de février, les chalutiers dans l'ordre tranquille du matin. Mistral dormait sous le bar, la patte arrière gauche légèrement étendue dans son angle habituel. Léa arriva avec le premier panier du marché. Elle posa la caisse, regarda la plaque, siffla une note longue et montante. Elle ne dit rien d'autre. Elle enfila son tablier et commença à travailler.